Salut, c'est Guillaume Canet. Oula, pardon, je n'avais pas revu que ça enregistrait. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume, et en ce moment qui fait beaucoup plus de siestes qu'il ne voit de films. Nous sommes bel et bien toujours à Cannes, jour 9, je commence à me perdre. Oh, je dis que je fais des siestes, je fais généralement des siestes devant les films, comme ça je fais d'une pierre deux coups. Oui, effectivement, la fatigue est au rendez-vous, mais aujourd'hui, plus que la fatigue, c'est le contre-courant, comme le disait la célèbre bande organisée. Chérie, tu as contresens. Aujourd'hui, c'est moi le contresens. Aujourd'hui, 3 films 100% compète, qui serait, je trouve, une super émission, un super nom d'émission télé. Donc voilà, je donne ça, c'est cadeau. 100% compète avec Romaria de Carla Simon, The History of Sound d'Olivier Hermanus et enfin Sentimental Value de Joachim Trier. On va commencer d'abord par un premier épisode qui a l'air de faire plutôt consensus, et ici ça ne change pas, à savoir Romaria de Carla Simon, histoire de Marina, 18 ans, qui, pour obtenir des bourses pour sa scolarité, va devoir recontacter ses grands-parents alors qu'elle est orpheline depuis très longtemps, afin de pouvoir signer des papiers qui pourront l'autoriser à toucher des bourses. À travers ce voyage de retour entre gros guillemets, en fait, elle va explorer plus en profondeur sa famille, ses parents, et ça va être une vraie quête de parentalité qui va s'avérer être aussi une quête de soi. C'est un film très doux, c'est le premier film que je vois de Carla Simon, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu son habitude dans son cinéma. Ça a l'air d'être un cinéma très solaire, assez basé sur alors pas tant la nostalgie que le souvenir d'une époque passée. Ici, comme je vous ai dit, en fait, ça va vraiment se concentrer sur du coup les parents, même si des deux, j'ai l'impression que c'est surtout la mère qui va ressortir. Le film va adopter le point de vue du journal de bord. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est parce qu'en fait, il y a 2 journaux de bord qui sont au creux du film. Il y a le premier journal de bord, celui qui a écrit la mère tout au long de sa vie, ou que la fille va lire pour essayer de comprendre un peu plus qui était cette mère, quelles sont les émotions par lesquelles elles sont passées, quelle était sa relation avec son mari, donc du coup la mère de notre protagoniste, et qui à travers ses lectures va en apprendre beaucoup plus et va révéler des secrets qui étaient enfuis, un silence qui régnait dans toute la famille. Et le film met en parallèle cette lecture du journal de bord avec le journal de bord que tient notre protagoniste, avec son petit caméscope pour filmer cette époque-là. Alors le film se passe en 2004, donc c'est vraiment les caméscopes DV numériques, où du coup il y a vraiment les gros zooms, vraiment l'image n'est pas très bien définie, et donc elle va filmer un petit peu son périple, et aussi on voit que chaque jour ça va être une sorte de thématique sur que se serait-il passé si mes parents étaient encore en vie? Aurais-je été une autre personne? Que serait-il passé si j'avais grandi avec cette famille? Qui sont-ils par rapport à moi? Est-ce que on se ressemble sans s'être vraiment connus? Donc voilà, le film va explorer beaucoup de ces thématiques. En fait, les thématiques un petit peu habituelles de retour vers la famille qu'on n'a jamais vraiment connue, quand on est orpheline et que du coup on vit ailleurs. Et ce qui va me marquer durant le film, c'est vraiment la question de la sensibilité qu'on retrouve chez cette réalisatrice. On sent que c'est un récit assez lancinant, assez poétique, voire contemplatif par instants, ce qui est pas évident à tenir quand du coup on arrive vers la fin du festival. C'est vrai que c'était pas toujours évident à suivre, mais on se laisse bercer, emporté par la douceur qui porte tout le film. Et puis, il y a des idées de mise en scène qui me plaisent beaucoup, justement par rapport à cette lecture des 2 journaux qui sont en parallèle. Je trouve que le film arrive à vraiment bien évoquer la question du souvenir à travers des idées très très simples, et on retrouvera ça plus tard dans le Trier. Cette manière de filmer des lieux vides, et dans lequel on comprend que des événements se sont passés, on comprend qu'il y a eu des rencontres, qu'il y a eu des fêtes, qu'il y a eu du coup de l'amour dans ces événements, et le fait de juste poser la caméra et de nous laisser imaginer ça, on se met totalement à la place de notre protagoniste qui n'a pas vraiment connu cette histoire, qui n'a pas connu cette époque, mais qui peut, au gré des témoignages, au gré de ce qu'elle sait déjà, s'imaginer ce qui a pu se passer. Et je trouve que c'est vraiment une très belle idée et qui fonctionne énormément. Puis voilà, il y a du coup 2-3 jours, je vous avais parlé d'Alpha qui traitait de manière détournée la question du sida, avec, comme je vous ai dit, un traitement avec lequel j'avais eu du mal, notamment par son côté un peu grandiloquent et surtout vraiment tire-larme et
très violent. Là, je trouve qu'elle arrive à trouver un équilibre par rapport à ça, parce que le film va évoquer le sida dans les années 80 et surtout 90. Et surtout, là où le point de vue va se concentrer sur la honte qu'avait la famille et comment cette jeune fille, Marina, va essayer de déterrer ses souvenirs, ce qu'on lui a caché autour de son père. Et il y a une très très belle scène où elle va explicitement dire ce qui s'est passé dans les années 90, pourquoi ses parents sont morts, au lieu de se satisfaire de la version générale, etc. Et ça, je trouve ça très beau, la manière dont en fait elle arrive à amener certains événements, comment elle arrive à amener du conflit sans qu'il y en ait vraiment. Mais cette question de déterrer la vérité, relever les non-dits et ce silence qui a un peu pas tuer sa famille, mais voilà, on sent que il y a quelque chose qui se passe dans l'air qui ne permet pas totalement de tout savoir sur ses parents, et cette quête de vérité qui lui permet en même temps de se reconstruire. Et le film, par instant, va faire des parallèles en dehors de la lecture de la lecture du journal de bord. Euh, voilà, cette question de en fait, on reste les enfants de nos parents, et donc même si on ne les connaît pas, il y a des choses qui peuvent rester parmi nous en dehors de l'éducation, une approche de, je sais pas, de la manière, de la mère, de conduire, etc. Bon bref, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Malheureusement, et ça va être mon petit point noir, et je sais que c'est le point noir de beaucoup de personnes, je trouve qu'il y a un dernier acte qui est pas tant en trop, mais qui se concentre sur autre chose, qui est un mélange de flashback et de relations, alors si j'ai bien compris, incestueuses. Je suis pas sûr d'avoir tout compris puisque ça a l'air de gêner personne. Mais du coup, je suis beaucoup moins convaincu par la troisième partie qui perd ce côté poétique et sensible pour aller ailleurs, et ça me parle pas du tout. Alors après, mon coloc Clément, que vous avez déjà entendu ici, lui au contraire, c'est vraiment la partie sur laquelle ça l'accroche un peu plus. Donc voilà, mais ouais, je trouve ça dommage que le film n'ait pas été cette bulle qu'il offrait pendant les deux premiers tiers, parce que sinon je pense que ça aurait pu être dans le haut du top, mais il se casse un peu plus sur la dernière partie, ce que je trouve dommage, n'apportant quand même une très belle conclusion. Donc voilà, c'est un bon petit film. Sur la question de l'héritage, du passé, etc. Donc, ouais, j'encourage à le voir quand il va sortir. Je sais plus s'il n'est pas déjà dans la sélection que fait Pathé pour le voir. De toute façon, voilà. Est-ce qu'il pourrait gagner un prix? Je sais pas. J'ai l'impression que je le dis beaucoup en ce moment, mais ouais, un prix de l'interprétation féminine, ça serait pas déconnant. Je trouve que Lucia Garcia est une révélation dans le film. Elle porte totalement le film, puisque c'est elle qui interprète du coup Marina. Elle est vraiment fabuleuse. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un premier rôle aussi pour elle, mais vraiment, bah voilà, elle mériterait en tout cas un prix d'interprétation, mais je sais pas trop si Cannes récompense des personnes aussi jeunes. J'ai l'impression que c'est des actrices un peu plus expérimentées. Voilà, après avoir dit un truc qui a l'air de mettre plus ou moins tout le monde d'accord, il est temps de ne pas se faire des copains avec The History of Sound d'Olivier Hermanus. Le film semble décevoir. Au mieux, ça va de justement, c'est ok, à des gens qui descendent le film. Bon, comment vous dire que pour moi, c'est ma palme d'or. Voilà, je fais pas exprès, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai adoré ce film en fait. Alors c'est complètement une palme d'or, je peux comprendre les défauts, mais je vais essayer de revenir. En fait, c'est l'histoire entre Paul Mescal et Josh Connor, hein. C'est pas la peine que je dise leur nom, parce que c'est vraiment eux qui... Enfin, c'est l'élément marketing, c'est vraiment leur relation à eux deux, qui sont deux gentils amoureux, l'un chante tandis que l'autre compose, donc ils sont habités par la musique, et ils vont entretenir une relation qui va devoir s'arrêter lorsque l'un part à la guerre, tandis que l'autre reste aux États-Unis par rapport à ses problèmes de vue. Et ensuite, le film va rester sur le personnage de Paul Mescal, qui va ensuite continuer d'évoluer dans sa vie avec cette relation qui a existé. Et je dis pas si elle va réexister, etc. Ça, c'est comment on se laisse emporter par le film. Comme je vous ai dit, c'est un film que j'ai adoré parce que, je sais pas, c'est pas un film qui... Encore une fois, c'est pas un film qui a une narration particulièrement développée. Certains vous diront que c'est attendu. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'étais pas... à part par certains éléments, j'étais pas en mode ah tiens, c'est sûr qu'il va se passer ça ou ça. Après, j'ai complètement été pris par le film, mais c'est juste que à un moment, j'étais en mode si le film c'est 2 heures de Paul Mescal qui chante, moi ça me va très bien, parce que putain, t'as toute la première partie du film où c'est principalement des chansons. Et qu'est-ce que c'est beau, en plus c'est chanté a cappella, donc c'est vraiment sur du coup le son de la voix, et
je trouve que c'est une super idée de mise en scène parce que ça te permet de concentrer beaucoup plus sur les émotions et de les laisser entre guillemets au naturel, au brut de décoffrage, sans passer par la musique qui viendra surappuyer. C'est vraiment juste ce que chante la voix et l'intensité avec laquelle il chante. Et je trouve que ça crée de très très belles scènes. Par exemple, le moment de la séparation, quand les deux vont partir, chacun va en chanter de leur côté. Et il y a vraiment, malgré la distance qui se crée entre les deux, malgré le fait qu'ils soient séparés, ils restent unis à travers les voix. Et je trouve que ça fait partie de ces passages qui sont vraiment très beaux. Après, bon, là c'est clairement de l'interprétation, mais à un moment ça parle que le son c'est quelque chose d'invisible, mais qui fait vibrer l'air. Et bah, pour moi, j'ai l'impression que ça définit aussi leur relation entre deux, que c'est l'amour, c'est invisible et pourtant ça fait vibrer le cœur. En fait, j'ai complètement été emporté par la poésie, la délicatesse, l'alchimie qui se trouve entre les deux personnages. Vraiment, dès la première scène, tu crois tellement en cette histoire d'amour, tu crois tellement que les deux ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés vers l'autre. Et donc ça va ajouter un peu plus le tragique qui va arriver par derrière de cette séparation et de comment leur vie ensuite va évoluer chaque fois. Je trouve qu'il y a une très très grande délicatesse dans le film. Là où dans Romeria je parlais de sensibilité, ici c'est plus la délicatesse des sentiments, des relations. Et le film va opter pour un rythme très lancinant, encore une fois comme Romeria. Mais là, parce que Romeria, j'ai pu honnêtement, avoir somnolé un petit peu. Là, pas du tout. J'étais ébahi, j'étais vraiment accroché au film de part en part. Quand bien même, des fois, c'est juste des simples balades dans la forêt. Je sais pas, en fait, le réalisateur, je trouve, a tellement réussi à me faire accrocher, à me faire acheter à cette relation que peu importe le contexte dans lequel elle était, j'arrivais à rentrer totalement dedans. Et puis en vrai, la raison pour laquelle c'est un film qui m'a tant parlé que ça, en dehors du fait que très vite je rentre dans l'expérience un petit peu, c'est pas tant une expérience, mais que très vite je rentre dans ce que m'offre le film, c'est-à-dire principalement de la chanson et une narration très lente qui va progressivement aller d'une époque à une autre. Il y a deux thématiques qui me parlent énormément. La première, c'est celle de la rencontre qui marque la vie. C'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup la trilogie Before de Richard Linklater. C'est cette rencontre à un instant T qui ensuite va te marquer, va te garder à vie et tu vas constamment y retravailler. Bon là c'est un peu plus qu'un jour, c'est vraiment sur plusieurs mois. Et comment des années plus tard, des décennies plus tard, tu as toujours ce souvenir qui est hyper intense, qui est hyper clair dans ta tête et toutes les émotions, tous les sentiments qui sont liés à ce souvenir. Et je trouve que le film arrive assez brillamment, toujours avec parcimonie. C'est jamais un film qui va surappuyer ses effets, mais toujours avec parcimonie, qui va un peu élaborer cette question-là. On sent que Paul Mescal va toute sa vie être à la recherche de Josh O'Connor, qui a complètement marqué. Et je trouve ça vraiment tellement beau, surtout quand c'est une relation qui est aussi sincère et simple et qui amène à ensuite marquer toute une vie. Je trouve qu'il y a une poésie, il y a une délicatesse qui s'empare de cette relation, de ce récit qui me touche énormément. Et puis l'autre aspect qui est plus ou moins évoqué, parce que comme je vous dis, ça parle de History of Sound, donc il y a tout un rapport à la musique, mais la musique qui est surtout là pour parler de relations entre les personnes, mais quand même le film va pas tenir, mais évoquer notre rapport à l'art et qu'est-ce que peut permettre l'art. Et il y a pour moi un élément que je trouve magnifique, que je ne vais pas dévoiler ici, mais c'est comment l'art rend immortel, comment l'art peut donner une voix en dehors de la mort, parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements, ça peut dépasser le temps. Et ça, je trouve ça tellement beau, surtout qu'en plus, en regardant un film qui est lui-même une œuvre d'art, ça fait un parallèle un peu méta si je puis dire, mais il y a un parallèle entre les deux. Figer quelque chose dans le temps pour ensuite outrepasser la mort. Moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Et même si peut-être sur la fin, il va un peu rajouter des violons par-ci par-là pour tirer une larme, force est de constater que pour ma part, ça a fonctionné. C'est un film que je pense que je reverrai parce que peut-être que je le surévalue, mais comme je vous dis, pour le moment, c'est ma palme du cœur. Alors, c'est pas une aussi grande palme que ça peut être les années précédentes avec The Substance ou La Passion de D'un Bouffant, mais ça reste magnifique. J'ai juste abordé un
petit point, car je sais que en dehors du fait que certains ont trouvé ça chiant, il y a 2 points qui reviennent, c'est le côté de l'académisme et la question de la représentation de l'homosexualité. Dis donc, quelle surprise de savoir que l'enregistrement a coupé en plein milieu. Donc là, je viens de réécouter, je crois que j'ai évoqué la question de l'académisme à travers le film de History of Sound. Donc, par rapport à la question de l'académisme, je peux comprendre. Après, c'est pas parce que l'écriture est en quelque sorte balisée. Enfin, je pourrais comprendre, d'autant plus que beaucoup le rapprochent de Brokeback Mountain, que personnellement je n'ai pas vu. Donc il y a aussi peut-être cette question, pourquoi le film a un peu plus touché que n'a pu toucher des personnes qui avaient été plus sensibilisées, qui connaissaient un peu plus comment ce genre de film pouvait fonctionner. Moi, vraiment, vu que j'en ai pas vu 36 000 des films comme ça m'a complètement parlé. La question de l'académisme, je sais pas. Je trouve que le film veut pas en faire des caisses. Il y a presque un peu d'humilité dans la manière de filmer et d'approcher cette relation. Je sais pas. Et puis, quand l'académisme est bien fait, comme ça a été le cas l'année dernière, bon, je compare pas forcément les deux, mais Clint Eastwood avec Jury numéro 2, c'est vraiment de l'académisme. Mais putain, qu'est-ce que c'était bien fait. Ben là, je trouve que voilà, vu que l'académisme est au service de l'émotion, en tout cas de l'émotion qui personnellement m'a touché, moi, ça me dérange pas. Ensuite, la question de l'homosexualité. En fait, j'ai entendu des gens reprocher que le film filmait des gens qui étaient jeunes, beaux, musclés, un peu lisses, et qu'il ne se sert pas de l'homosexualité pour, ou d'un côté, montrer d'autres corps, comme peut le faire Alain Guiraudy, ou alors creuser ce côté lisse, voire un petit peu le salir, comme peut le faire Guadagnino ou peut-être Xavier Dolan. Eh ben, je suis pas forcément d'accord parce que j'ai pas l'impression que l'homosexualité en tant que telle soit une des thématiques du film. J'ai plutôt l'impression que ça veut aborder à travers l'homosexualité la question de l'amour impossible, que ce soit l'homosexualité mais aussi les aléas de la vie. Ça aurait pu être un couple hétéro, ça n'aurait pas changé grand chose parce que là c'est juste 2 hommes qui s'aiment, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est l'histoire qui va les relier entre eux. Donc du coup, la question de la représentation de l'homosexualité, pour ma part, ne se pose pas, mais je peux comprendre une sorte de ras-le-bol de manière générale par rapport à une question de représentation générale, comme quoi Hollywood a tendance à représenter l'homosexualité de cette manière, je peux entendre. Mais pour ma part, non. Donc voilà, donc c'est un film, comme je vous dis, auquel j'étais extrêmement sensible. On est vraiment 3, je crois. Donc voilà, c'est ma palme. C'est un film qui a tellement de cœur et qui m'emporte du début à la fin ouais, vraiment trop fort et j'ai adoré. Ouais, c'est clairement mon film préféré pour le moment de cette sélection. Et enfin, je vais vous reparler, parce que oui, encore une fois, le micro n'a pas enregistré, foutu micro, de Sentimental Value de Joachim Trier, l'histoire d'une famille brisée entre le décès d'une mère, un père qui revient et qui n'a jamais vraiment réussi à communiquer, à être présent, et qui tente de se faire pardonner à travers la question d'un ultime film, puisqu'il est réalisateur, dans lequel il veut que le rôle principal soit tenu par la fille avec qui il a le plus de distance, qui est elle-même comédienne sur les pièces de théâtre. Le film a été accueilli grandement avec beaucoup vraiment, ça commence à crier la palme un petit peu partout. Pour ma part, c'est un film que j'aime bien. Après, il y a un point en particulier qui me dérange dans le film, mais je ne vais pas l'aborder de suite. Je vais d'abord aborder certains points qui sont essentiels et qui sont vraiment une grande réussite. J'en parlais tout à l'heure avec le film de Carla Simone, dans la manière de filmer des souvenirs à travers des lieux. Elle a filmé des souvenirs vides. Ici, ça va se concentrer, enfin, l'introduction, je la trouve magnifique, sur, en fait, toutes les générations qui sont passées à travers cette maison familiale, tout ce qui s'est passé et comment ces murs, ce sol, etc., gardent en eux des traces du passé et gardent en eux vraiment toute l'histoire de cette famille. Et j'aime beaucoup ce truc des lieux portent des souvenirs parce que, je sais pas, je trouve que ça offre une dimension qui est assez belle par rapport à des lieux qui sont inanimés et dans la manière dont Trier va investir les lieux et va montrer que, tu vois, dans telle chambre, il y a eu un suicide, dans telle chambre, il y a eu une naissance, etc. Il arrive totalement à en faire que la maison soit quasiment un personnage à part entière qui brasse du coup ces différentes thématiques de cette famille un petit peu brisée jusqu'à justement épouser cette thématique avec une fissure qui lorgne toute la maison et qui représente justement cette autre fissure qu'il y a à travers la famille. Justement en parlant de cette famille fracturée,
dont je viens de vous parler, Trier arrive vraiment à bien l'écrire. Je trouve qu'il a une finesse et une justesse dans son écriture où il arrive à nous rendre des personnages complexes qui sont ni tout blancs ni tout noirs, qui ont leurs défauts mais qui ont leur part de responsabilité voilà, qui sont à la fois pas victimes et coupables, c'est trop fort comme terme, mais qui sont voilà, c'est écrit tout en nuances. C'est-à-dire que on comprend pourquoi ils se font la tête et en même temps on se dit qu'ils font pas vraiment d'efforts pour arranger ça. Je trouve que le film arrive magnifiquement à capter quelque chose de cette sensibilité de ces relations humaines. J'ai vu certaines personnes parler de Bergman et sans avoir vu beaucoup de Bergman, je comprends totalement cette question, cette dissection un petit peu des relations du coup familiales surtout à travers ce film. C'est un super bon directeur d'actrice. Je sais que Elle Fanning par exemple m'a complètement surpris dans le film. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu dans un film et en fait et là je la trouve si juste, tellement bien, et son personnage raconte de cette industrie, et en même temps de comment elle rentre dans une famille dans laquelle elle n'appartient pas, et elle se rend compte qu'il y a une histoire, que c'est pas elle de la raconter. Je trouve ça vraiment beau, et même l'acteur principal, parce que au début, on pense que c'est Renate Remsen qui va porter tout le film, comme elle avait fait dans Julien 12 chapitres, qui du coup avait été vraiment extrêmement bien accueilli, d'où le fait que ce film était une attente. Et ben, je trouve que du coup, celui qui interprète le père, Stellan Stargard, et ben, il a, comment dire, il a une mélancolie, que ce soit à travers son regard, à travers son jeu d'acteur, sur cette histoire familiale, sur aussi des histoires d'amitié, des personnes qu'il n'a pas vues depuis 15 ans et il se rend compte que le temps passe. Et je trouve que le film arrive super bien à capter ça et eux à très bien le jouer. Donc je trouve que d'un point de vue technique, le film est une très belle réussite. Et encore une fois, c'est un film qui a très peu de défauts et qui même, je dirais, il n'a pas de défauts et en plus il est très drôle. Donc vous passez un super moment. C'est juste que pour moi, bon, déjà il fait un peu 2h15. Je dis pas qu'il y a des choses à couper parce que je verrai vraiment pas qu'est-ce qu'il pourrait couper, mais c'est vrai que ça me paraît un peu long parce que, et sans trop en dévoiler, j'ai beaucoup de mal avec la résolution. J'ai beaucoup de mal avec la résolution parce que j'ai l'impression que la résolution vient un peu effacer les questionnements que porte tout le film et surtout portent les personnages. Alors, ça vient pas effacer, ça vient conclure, ça vient apporter une résolution, évidemment, positif ou négatif, ça j'en parle pas, mais la direction qui est prise, ça me paraît un peu bizarre. J'ai vraiment l'impression que à travers l'art, certes on peut communiquer, donc ça pourquoi pas, c'est assez joli, mais qu'on peut pardonner entre guillemets aussi facilement et ne pas confronter ou ne plus avoir cette rancœur ou ces raisonnements qui je trouve sont totalement légitimes concernant du coup des relations familiales. Je sais pas, je suis assez dubitatif par la fin. Je sais pas si je l'ancre dans quelque chose de beaucoup trop matérialiste, alors que peut-être que le film se veut plus être une fable, donc il faut plus le prendre en mode regardez comme c'est joli. Mais en même temps, je me dis, vu que je vois un personnage de réalisateur dans un film, donc qui est lui-même fait par un réalisateur, j'ai du mal à pas avoir une sorte de parallèle sur lequel je me dis, ouais, tu vois, je suis pas convaincu à 100% par la fin. Donc voilà, et je sais que la fin a un impact un petit peu sur la manière dont je vois le film, qui d'autant plus c'est pas un film qui m'a autant emporté qu'en emportait beaucoup, c'est que je trouve ça très bien, c'est de très bonne facture. Après, je suis pas plus emporté que ça. Il n'empêche que je pense que ça va clairement faire partie de ces films qu'on va entendre parler. Certains disent la palme, perso je la remettrai pas, mais voilà, c'est un film qui risque très fortement de gagner un prix. Interprétation au minimum, mais ça risque plutôt d'être dans le prix du jury au bas mot. Voilà, c'est sur ces doux mots que je conclue pour une seconde fois cet épisode. Nous, on se retrouve demain avec un programme. Ouh là là, le programme, qu'il est bon le programme. On va parler de Bigan, de Roustay et de Pierre Richard. Tiens, voilà, hop, le petit Pierre Richard qui se trouve entre les deux. Bon fin de festival pour celles et ceux qui y sont et qui les écoutent. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Je vais saluer notamment Anaïs. Hop là, tu te sens visé? Eh ben oui, Anaïs, tu te sens visé, même si tu n'as pas mangé de kebab hier. Voilà, je balance tout, c'est moi qui ai mangé le kebab. Et si vous n'êtes pas à Cannes, bah écoutez, je vous dédicace aussi votre kebab et je vous dis profitez bien, hein, kiffez, bon courage pour votre travail. Nous on se retrouve demain pour justement tous ces films. On approche du Festival de Cannes. Dieu merci, j'ai envie de dormir, mais en même temps, putain, qu'est-ce que les films sont plaisants à voir, quelle expérience Cannes.
Et puis voilà, à demain, des bisous, salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.